Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous remercie beaucoup de me permettre de témoigner un peu de ce qu'est l'engagement, et un engagement qui est fraternel. Nous sommes entre nous, j'imagine que nous sommes entre des gens de foi, et donc ce qui permettra de me laisser aller librement et considérer que nous mettrons de côté un peu la laïcité ce soir, si vous le permettez, pour que nous puissions avoir un échange qui soit un peu plus spirituel. Alors, je me présente, donc je suis Raphaël Pitti, je suis médecin anesthésiste réanimateur, et je suis plus spécialisé en médecine d'urgence et médecine de catastrophe. C'est ma compétence universitaire, c'est-à-dire que je suis professeur de médecine d'urgence et médecine de catastrophe. Et j'ai une carrière militaire, très longtemps, jusqu'en 2004. J'ai été à l'Ouest, à Metz, où j'étais responsable du département anesthésie, réa, urgence, centre de médecine hyperbare, centre de formation à ce qu'on appelle la médecine de l'avant, qui était la médecine d'urgence, pour mes collègues. Et donc, de ce fait, j'ai acquis une expertise en médecine de guerre. Durant toutes ces années avec l'armée, ma spécialité, comme celle du chirurgien, sont des spécialités très importantes au niveau de l'armée pour ce qu'on appelle le soutien sanitaire des forces en opération. C'est-à-dire que, bien évidemment, notre pays, depuis les années 80, a pratiquement participé à toutes les crises dans le monde. De ce fait, de par ma spécialité, j'étais très engagé, et en particulier, j'étais anesthésiste réanimateur dans ce qu'on appelle des antennes médico-chirurgicales aéroportées ou parachutées. Il y en a de deux types. Et donc, de ce fait, je me suis retrouvé, bien sûr, au Tchad, à Djibouti, je me suis retrouvé plusieurs fois en Afrique, aux Comores, je me suis retrouvé en ex-Yougoslavie, j'ai été au Liban, j'ai été aussi dans la guerre du Golfe. Voilà, j'ai participé à toute cette période de crise, ce qui a fait de moi un spécialiste en médecine de guerre. Et aussi, bien évidemment, le service de santé m'a donné un certain nombre de missions, d'expertise au niveau de l'OTAN. Pendant 4 ans, j'étais responsable, je représentais la France au niveau du groupe urgence au niveau de l'OTAN pour essayer de travailler sur une homogénéité dans la prise en charge des blessés, quel que soit l'hôpital des forces de l'OTAN dans lequel le blessé pouvait se trouver. Donc nous travaillions à peu près à 27 experts pour déterminer les conduites à tenir, le matériel qui était nécessaire d'avoir, etc. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, mais j'ai eu aussi d'autres responsabilités qui m'ont été données par les affaires étrangères comme par le ministère de la Défense. Et de ce fait, je suis allé dans plusieurs pays en tant qu'expert, que ce soit en Iran, en Irak, après la guerre du Golfe en particulier, pour réhabiliter le centre de médecine d'urgence de Bagdad. Je me suis retrouvé en Amérique du Sud aussi, comme auditeur libre dans la coopération SAMU avec l'Amérique du Sud. Je me suis retrouvé au Maroc aussi, pour mettre en place un centre de formation à la médecine de l'avant, la médecine de guerre, pour les médecins marocains. Voilà, j'ai été un peu partout, y compris alors quand j'ai quitté l'armée, j'ai poursuivi cette activité d'expertise, en tous les cas, dans différents autres pays. Durant toutes ces années, et pour commencer un peu l'armée, pour raconter mon parcours, lorsqu'on finit ce qu'on appelle l'année d'application, c'est-à-dire qui correspond à la pathologie propre et aux spécificités propres de chaque arme. Vous avez une école d'application pour les médecins de l'armée de l'air, une école d'application pour les médecins de l'armée de terre, et vous avez aussi une école d'application pour les médecins de la marine. Et moi, j'étais dans la marine. Et après avoir terminé mon cursus universitaire normal de médecin, généraliste, nous passons une année pour voir les différentes spécificités de chaque arme. Et quand mon tour est arrivé de choisir,
il y avait une affectation qui semblait déplaire à tout le monde, mais je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. C'était les commandos marines. Et donc, et c'était l'intitulé de l'affectation était volontaire Djibouti, commando marine, volontaire 6 mois Djibouti, apte parachutiste, apte plongeur. Alors, fort justement de l'innocence de ne pas savoir ce que c'était, je dis oui. Et donc, je me suis retrouvé, après avoir été à Saint-Mandrier faire le cours de plongeur, je me suis retrouvé au commando marine à Lorient. Et quand mon chef m'a reçu, il commence par me dire « Mais tu es en retard. » Alors je dis « Non, mon ordre d'affectation, c'est aujourd'hui. » Il m'a dit « Non, non, tu es en retard d'une semaine. Je t'ai inscrit au stage des commandos et ils t'attendent. Et ça fait 1 semaine qu'ils ont commencé. Alors tu te dépêches, tu te mets en tenue de combat et tu y vas. » Et je suis rentré dans les commandos de cette façon. Je me suis changé, j'avais la barbe, d'accord ? J'arrive, il y a un sous-officier qui me reçoit, qui me dit « Ici, on est tous imberbes. » Il y a un camion. Dans le camion, il y a une vingtaine d'hommes qui sont là, qui allaient partir. Le sous-officier me dit « Ici, on est tous imberbes, donc tu te rases, tu te mets en tenue, vous, il me disait, parce que j'étais capitaine, et tu les rejoins. » Alors, le temps d'enlever cette barbe, c'était relativement difficile. Je n'avais pas de ciseaux, j'avais rien, etc., pour essayer de me couper la barbe. Ça a été un peu long. Et quand je suis sorti, le camion était parti. Le sous-officier était dans sa Jeep et il me dit « Ben, vous montez ». Et à ce moment-là, je suis monté dans la Jeep. Je ne savais pas où on allait. On allait en fait sur la base nautique des commandos marines. Ils étaient tous ils avaient gonflé leur Zodiac et un des moniteurs affectait les 6 hommes par Zodiac. C'était le début de l'après-midi. Oui, c'est ça. C'était en début d'après-midi. Et puis moi aussi, bien évidemment, je suis monté dans un Zodiac. Et là, ça a été 4 semaines d'une expérience extrêmement physique. Alors, j'avais eu 8 années où j'étais, avec la scolarité, etc., je n'avais pas fait de sport. À l'époque, j'avais 28 ans. Et les jeunes du groupe, du stage commando venaient de faire 8 mois à l'école des fusiliers marins, et c'était les meilleurs de l'école des fusiliers marins qui étaient affectés au commando marine. Et donc, ils avaient tous entre 18 et 20 ans, et j'avais 28 ans. Et je me suis pris là, quand nous sommes partis, il était prévu que nous descendions une rivière, et cette rivière devait nous mener à un endroit, en pagayant bien évidemment, devait nous mener à un endroit où il nous fallait descendre à terre, puis marcher pendant 2 à 3 kilomètres avec nos Zodiacs sur le dos, démonter, plier, etc. Et puis, je ne savais pas la suite. Alors, on a eu un problème parce qu'on ne pagayait pas assez vite, et du même coup, la marée montait, et on était en permanence rejeté par la marée montante, alors qu'on descendait le cours. On était rejeté sur les bords, et j'ai compris à ce moment-là pourquoi ce n'était pas les stagiaires qui choisissaient de monter dans leur Zodiac, mais que c'était le moniteur qui désignait les gens. C'est qu'il avait déjà le profil psychologique de chacun et qu'il avait fait en sorte de mettre des gens qui ne s'aimaient pas du tout ou qui avaient psychologiquement, en tous les cas, ne s'entendaient pas. Et donc ça a commencé par des pugilats, parce que comme le Zodiac partait en permanence sur le bas-côté et que dans le bas-côté, il fallait descendre du Zodiac dans la boue pour le remettre au centre, donc il y avait toujours quelqu'un qui considérait qu'il y en avait un qui était responsable du fait qu'on échouait en permanence et qu'on était obligé, bien évidemment, de descendre dans la boue pour repousser le Zodiac pour le mettre à peu près au centre de la rivière pour essayer d'avoir un peu plus d'eau, de tirant d'eau et de pouvoir faire. Et là, ça a commencé donc comme ça. Et puis, comme on n'y est pas arrivé, en fin de compte, qu'il commençait à faire nuit aussi, donc on nous a demandé de mettre à terre, de plier nos Zodiacs et de marcher pendant 8 kilomètres.
On est arrivé à peu près vers 1h du matin. À 1h du matin, nous étions trempés. On nous a dit, vous pouvez vous reposer. On s'est reposé, on était mouillés, à peine couchés. 1 heure après, coup de pied, debout, vous repartez. Et ça a été comme ça pendant 48 heures, sans manger. Et ça a été comme ça pendant 1 mois. 1 mois. Alors, cette expérience des commandos, pour moi, a été quelque chose de très important. Si j'en parle, c'est parce que j'ai découvert, au même temps, d'abord, je me suis réinvesti dans mon corps, après toutes ces années d'études, purement intellectuelles. Là, il n'était plus question de médecine. Il était question surtout de tenir le coup pour ne pas être éjecté du stage commando, pour une aptitude. Et donc, il était vraiment très important de tenir le coup. Et en même temps, nous étions en permanence sous la pression qu'exerçaient les moniteurs sur nous pour nous faire lâcher, pour nous faire abandonner, que ce soit par la fatigue, que ce soit par la faim, que ce soit par le manque de sommeil, etc. En même temps, que ce soit par les insultes, bien évidemment, que ce soit par les coups de pied, coups de poing, etc., pour avancer pendant cela. Et alors, ça a été pour moi une école assez extraordinaire, je dois dire, parce que j'ai pris conscience qu'au fond, nous sommes les seuls à nous mettre des limites dans la vie. Et que nous pouvons aller bien plus loin que ce que nous pensons. Et cette expérience des commandos ne m'a jamais quitté. Au fond, c'était une prise de conscience au même temps de mes propres capacités physiques au même temps et du fait que la volonté, peut surpasser bien des situations qui sont des situations difficiles. Et ça a été certainement une des écoles les plus importantes pour moi, pour rééquilibrer à la fois l'intellectuel que j'avais été pendant tant d'années à la faculté de médecine, etc., et l'homme que j'étais devenu donc à 28 ans. Et on se crée par nous-mêmes, on se met par nous-mêmes des limites, qui sont les limites souvent du milieu dans lequel nous avons été élevés, éduqués, etc., des paroles entendues qui font ce que nous sommes. Ne touche pas à ça, tu casses tout ce que tu touches, tu n'es pas fait pour ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça bien, tu sais pas faire, etc. Tout ce qui au fond est de l'éducation et qui nous met en permanence des limites et que nous prenons comme si c'était nous, au fond, alors que ce sont les autres qui nous imposent leur vision de ce qu'ils sont. Et donc, cette expérience des commandos a été pour moi très très riche de ce point de vue-là. Très très riche, pour retrouver au fond ce que j'étais réellement dans des situations qui sont des situations des situations extrêmes. Alors avec les commandos, bien évidemment, nous avons eu beaucoup de missions et je me suis retrouvé à Djibouti. Et à Djibouti, les commandos étaient sur une base à 60 km de Djibouti, qu'on appelle Arta, pour ceux qui connaissent peut-être Djibouti. Et à Arta, il y avait un dispensaire. Ce dispensaire était tenu par des sœurs blanches. Elles étaient 4. Elles étaient 4 et parmi elles, il y avait une femme, une infirmière, qui s'occupait du dispensaire de ce village africain de Djibouti. C'était 4 sœurs blanches, il y en avait une qui était somalienne parmi les sœurs, les 3 autres étaient françaises. Elles étaient là, cette petite communauté, la grosse communauté était à Djibouti, mais la petite communauté était là déjà depuis les années 1920-1930, c'est-à-dire que la mère supérieure était très très âgée. Une autre sœur française était fragile, la sœur somalienne, elle avait un pied beau et avait du mal à marcher, et en fait la chef, celle qui avait le leadership, c'était la sœur Marthe, qui était une ch'ti, une femme grande qui devait faire les 1m72-74, assez forte, grandes mains, grands pieds. Et sœur Marthe s'occupait du dispensaire et c'est elle, globalement, qui gouvernait cette petite communauté, qui rassurait cette petite communauté, c'est elle. Et
elle avait vécu, les commandos étaient là depuis 1 an déjà, et en fait, elle n'avait pas connu de médecin. Elle avait travaillé pendant plus de 20 ans toute seule dans son dispensaire, sans médecin. Et quand elle avait vraiment des problèmes, elle descendait ses malades à Djibouti, à l'hôpital de Djibouti, pour aller voir les médecins à 60 km qu'elle faisait en voiture avec son ambulance pour descendre les malades qu'elle pouvait avoir. Et Sœur Marthe était toute contente pour la première fois, voilà qu'elle avait un médecin. Mon prédécesseur allait aussi dans ce dispensaire, et donc 6 mois après, c'est moi. Et j'allais régulièrement dans son dispensaire chaque fois que nous étions sur Arta, qui arrivait à peu près toutes les 3 semaines. Nous étions en repos sur la zone vie. En repos sur la zone vie. Le reste du temps, nous étions soit sur la base nautique à faire des exercices en mer, etc., soit nous étions en nomadisation, c'est-à-dire que nous partions dans le désert djiboutien. À l'époque, il y avait les Cubains qui étaient en Éthiopie à l'époque, et nous étions encore dans la confrontation avec la guerre froide, etc. Et donc nous faisions de la présence pour dissuader éventuellement l'Éthiopie d'attaquer Djibouti. Donc on faisait ça. Et donc on faisait ce qu'on appelait des nomadisations. Et quand j'étais donc à Arta, Sœur Marthe, j'allais au dispensaire. Et quand il y avait un problème d'urgence, Sœur Marthe avait fini par prendre l'habitude de venir me chercher. Et donc elle venait de jour comme de nuit, etc. Et en fait, je dois dire que je sortais de l'école de médecine et que tout ce que je sais de la médecine d'urgence, en tous les cas, à ce moment-là, c'était vraiment grâce à Sœur Marthe que je le dois, parce qu'elle venait me chercher pour que nous allions pleine nuit quand il y avait un accouchement difficile. On allait dans ce qu'on appelait les toukouls, qui sont des sortes d'iglous de pierre dans lesquels que fabriquent les Djiboutiens. Et là, devant des gens complètement déshérités, il y avait cette femme qui était assise sur un petit banc. Elle se rejetait en arrière, jambes écartées, avec les matrones autour. C'est comme ça qu'elles accouchaient, sans crier, en se retenant. Et puis, c'était dans cette situation, en même temps, il n'y avait pas d'éclairage, juste une bougie, beaucoup d'encens, etc. C'était dans l'obscurité. Et je dois dire que je dois à Sœur Marthe d'avoir appris tout ce que je sais sur l'obstétrique en situation difficile, pour retourner un bébé, pour faire ce qu'on appelle des épisiotomies, pour couper, pour sortir la tête, pour comprimer, etc. Oui, en fait, j'ai tout appris d'elle. Et donc, ça a été quelqu'un très important pour moi. Très, très important pour moi, Sœur Marthe. Elle avait une foi qui était chevillée au corps, mais c'est de cette foi, en tous les cas, qui me paraît vraiment très importante. Ça n'est pas une foi dans laquelle on est dans le prosélytisme. Nous n'avons jamais parlé du Christ, nous n'avons jamais parlé, etc. Nous avons simplement partagé la vie qui était celle que nous avions là. Et de voir que cette femme qui se donnait complètement à cette population, là, avec le sourire, elle riait, elle était heureuse, et comme elle était ch'ti en même temps, elle avait ramené de la poudre de bière, et donc elle faisait sa bière. Et il fallait croire que c'était de la bière, hein, bien évidemment. Ça n'avait de goût que quand c'était un peu frais, glacé, mais autrement, ça n'avait vraiment rien. Et puis le soir, avec les sœurs, il y avait le petit verre de guignolet kirsch. Voilà. Alors quand elle m'invitait à manger avec sa communauté, alors c'était toujours, le repas se terminait par un petit verre de guignolet kirsch. Alors ma mère, disait-elle, on boit un petit kirsch? Donc toute la petite communauté partageait en même temps. Et en fin de compte, j'aimais beaucoup ça. Elle traitait aussi, j'ai découvert avec Sœur Marthe la sardinothérapie. Alors, la sardinothérapie, il y avait beaucoup d'enfants nomades qui ne mangeaient pas assez de protéines, bien évidemment,
et qui avait une pathologie qu'on appelle le kwashiorkor, qui est le fait justement de manquer de protéines dans le sang, et donc il ne fabriquait pas assez d'albumine. Or, l'albumine est un élément très important dans notre organisme parce que c'est l'albumine qui maintient justement, qui maintient l'eau. Et donc, à l'intérieur des vaisseaux. Et dès lors que vous manquez d'albumine à l'intérieur de vos vaisseaux, toute l'eau qui est dans vos vaisseaux a tendance à sortir des vaisseaux pour aller dans ce qu'on appelle le milieu interstitiel ou éventuellement dans l'abdomen. Et donc, ces enfants étaient remarquables par un énorme gros ventre. D'accord ? Vous en avez certainement vu. Au même temps, ils sont cachectiques, c'est-à-dire on voit toutes leurs côtes, etc. Ils sont dénutris de manière très très importante, avec un gros ventre en même temps. Ils perdent leurs cheveux, ils perdent aussi leurs ongles, etc. Ils sont dans un tableau de dénutrition très très importante et ils peuvent mourir, bien évidemment. C'est ce qui expliquait pourquoi les mères nomades, elles voyaient leurs enfants dépérir, morphes, etc. et les amener au dispensaire. Sœur Marthe récupérait de nos boîtes de rations qui étaient en limite de péremption. Elle récupérait les boîtes de sardines pour les anciens qui ont fait l'armée et qui ont mangé les boîtes de rations de l'armée française. Il y avait, dans les boîtes de rations, il y avait à la fois du pain sec et il y avait aussi des boîtes de sardines. Et donc, Sœur Marthe récupérait les boîtes de sardines et quand les enfants arrivaient comme ça, c'est assez extraordinaire de voir ça. C'est qu'elle ne donnait qu'une sardine par jour. Je dis bien une sardine par jour à ses enfants. Et les enfants se jetaient sur la sardine comme vraiment en arrachant comme ça et en mettant à la bouche. On n'avait pas besoin de leur donner à manger. Ils arrachaient la sardine et la mettaient à la bouche. Sœur Marthe les réhydratait en injectant de l'eau physiologique directement sous la peau de l'abdomen pour les réhydrater. Et les enfants venaient manger une sardine par jour. Et c'était assez extraordinaire de voir combien, en quelques jours, les enfants redevenaient florides. L'acide qu'ils avaient dans l'abdomen était réabsorbé par la présence de l'albumine qui faisait rentrer cette eau, etc. Les enfants se remettaient à sourire, à rire, redevenaient éveillés, etc. C'était un véritable miracle auquel on assistait simplement avec une sardine par jour. Simplement avec une sardine par jour. Et donc j'ai appris beaucoup de choses avec elle et nous étions devenus, je pense, très, comment dirais-je, il y avait beaucoup d'affection peut-être et de l'admiration en même temps. J'avais beaucoup d'admiration, etc. Et ça a été un drame pour moi de la voir mourir en 1986 à Percy d'un cancer de l'ovaire à 54 ans. À 54 ans. Alors, Sœur Marthe a été la première à me dire « Mais qu'est-ce que vous faites dans l'armée ? Vous devriez faire de la médecine humanitaire. » J'ai fait un parcours, bien évidemment. Quand j'ai quitté les commandos, je voulais rester dans l'action. Je ne voulais pas me retrouver à l'hôpital tous les jours, faire une visite médicale en poussant le chariot, en ouvrant les portes. « Comment ça va, monsieur ? Vous allez bien ? Ou madame, vous avez bien dormi ? Est-ce que vous avez bien supporté le traitement ? Comment allez-vous ce matin ?» etc. Et hop, on passe à là, etc. C'était vraiment pas ça. C'était pas ce type de médecine que je voulais avoir. Je voulais avoir une médecine de l'action, une médecine où ça, des situations d'urgence, des gens qui n'allaient pas bien, qu'il fallait réanimer immédiatement, etc. Voilà, moi, j'avais tendance à appeler ça les coups de feu. J'aimais les coups de feu. C'est-à-dire, ne pas avoir d'habitude, ça c'est vraiment très important pour moi, et pouvoir être surpris à un moment donné où il faut se mobiliser pour quelque chose. Voilà. Et donc la seule spécialité qui m'intéressait véritablement, c'était l'anesthésie-réanimation, et la réanimation en particulier. Et donc j'ai fait un cursus aussi. Et quand j'ai voulu commencer à préparer le concours d'anesthésie-réanimation, je suis allé me présenter à l'hôpital de Lorient militaire, et j'ai rencontré à ce moment-là un médecin qui venait d'arriver, un jeune spécialiste qui venait d'arriver, qui s'appelait Bernard Rouvier,
Et nous étions au mois de juillet. Il arrivait, il prenait son poste, il venait de terminer sa spécialité, c'était sa première affectation à Lorient comme spécialiste d'anesthésie-réanimation. Et je lui dis, voilà monsieur, je voudrais préparer le concours de l'assistanat d'anesthésie-réanimation. Alors il me dit, très bien, oui, mais tu as ton dossier? Non, monsieur, je n'ai pas de dossier. Ah, tu n'as pas de dossier. Bon, et tu veux présenter le concours quand? L'année prochaine? Non, monsieur, je voudrais présenter le concours au mois de novembre. Au mois de novembre, tu n'as pas de dossier et tu veux présenter le concours? Oui, monsieur, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, reviens à la fin du mois d'août parce que là, je pars en vacances. Donc, je suis allé à la fin du mois d'août. Je vais le voir. Il est dans son service. Et je lui dis, voilà, monsieur, je voudrais présenter le concours au mois de novembre. Alors, il me dit, écoute, je vais te donner mon dossier. Voilà, je vais te donner mon dossier et je vais te montrer comment on prépare les questions. Et il me dit, tu viens samedi, tu viendras tous les samedis matins. Alors je me suis venu le samedi matin pour travailler et quand j'arrive, il est 8h du matin, il me dit, passe une tenue de réanimation, passe un pyjama, ce qu'on appelle un pyjama de réanimation qui est bleu en réanimation. Donc je passe le pyjama, je reviens. Et il me dit, très bien, tu veux vraiment faire anesthésie-réa? Oui, monsieur. Bon, ce métier, tu ne pourras le faire que si tu mets la main dans la merde de tes malades. Alors, il me dit, tu vas maintenant faire les nursing, l'échange des malades avec les aides-soignantes et les infirmières. Et donc, tous les samedis matins, je faisais le nursing des malades, d'accord? Et là aussi, c'était vraiment important de comprendre ça. Le médecin en réanimation est un prescripteur. Il passe le matin, fait ce qu'on appelle sa visite, il examine ses patients, etc. Mais ce n'est pas lui qui soigne. Ce sont les infirmières qui soignent. Le médecin ne fait que prescrire. Il donne les consignes, il donne les objectifs. Il donne la tension artérielle, il donne les médicaments, il prescrit, etc. Il fixe les objectifs. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui est là 12 heures d'affilée à côté du malade, qui ne va pas bien, etc. La tension monte, baisse, la fréquence cardiaque s'accélère, se ralentit, etc. Ce n'est pas lui. Ce sont les infirmiers qui sont là. C'est les infirmiers qui sont stressés au même temps. Et quand ça ne va pas, bien sûr, on appelle le médecin pour rétablir une situation, etc. Et donc, Bernard Rouvier avait raison. Si tu ne comprends pas au même temps ce qu'est le travail de l'infirmière qui assure les soins continus de malades qui sont en situation critique, qui reçoivent les familles qui sont angoissées de la peur de perdre leurs parents, etc., ou leurs enfants et autres, si tu ne comprends pas ça, alors tu ne peux pas faire ce métier. Parce que tu seras toujours en dehors et tu ne peux pas comprendre en même temps. Alors ça, c'était une très belle leçon de vie. Et Bernard Rouvier a toujours été là. Alors, il se trouve que grâce à lui, j'ai réussi le concours du premier coup au mois de novembre. Et donc, j'ai été affecté à Brest comme assistant en anesthésie-réanimation. Et quand il a fallu préparer la spécialité d'anesthésie-réanimation, Bernard Rouvier était à Paris et il m'a préparé à la spécialité. Et quand j'ai voulu passer l'agrégation, il était devenu lui-même agrégé d'anesthésie-réanimation. Bernard Rouvier était là aussi pour m'aider à préparer l'agrégation. Et donc, voilà, Sœur Marthe, Bernard Rouvier, d'autres personnes ont marqué les différentes étapes de ma vie à des moments, à des carrefours, et qui m'ont apporté des leçons de vie, à condition qu'on soit ouvert à recevoir ces leçons de vie, à condition qu'on soit capable d'écouter, justement, au moment où on s'interroge, d'accord, et de dire, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est sur votre chemin, au moment où vous en avez besoin. Mais est-ce qu'on sait le reconnaître? Ou est-ce qu'on sait écouter? Est-ce qu'on est pris à la fois
par ses propres problèmes internes, on s'angoisse, ceci, etc. Mais est-ce qu'on sait qu'en même temps, il y a une indication, un chemin, une route, quelqu'un qui est là, au carrefour, et qui vous dit, prends-la, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, va par là. Et il faut y aller. Et il faut y aller, en confiance, et poursuivre. Et de ce fait, en 1985, j'avais donc terminé la spécialité d'anesthésiste réanimateur, et ma première affectation en tant que spécialiste, j'ai choisi Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, pour ceux qui voient Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une île, enfin, c'est deux îles, c'est Saint-Pierre et Miquelon, ce sont deux îles qui sont à l'entrée du Saint-Laurent, le fleuve au Canada, en dessous de Terre-Neuve, d'accord ? C'est 5000 habitants sur une île, organisée comme un département français, avec toutes les institutions pour 5000 habitants, d'accord ? Un département français. Il y avait un hôpital là-bas, qui était un hôpital militaire, et c'est nous qui faisions, les militaires qui faisaient fonctionner, à l'époque, faisaient fonctionner cet hôpital. Donc, je me suis retrouvé, et il n'y avait jamais eu d'anesthésiste réanimateur. Et donc, je me suis retrouvé à Saint-Pierre-et-Miquelon, un peu compliqué pour y aller à l'époque, d'accord ? Il fallait passer par le Canada, on passait par Montréal et puis on allait soit par Terre-Neuve pour rejoindre ensuite Saint-Pierre-et-Miquelon si les conditions météorologiques étaient bonnes. Et donc, vous pouviez arriver, attendre à l'hôtel, on vous dit l'avion est prêt, c'est bon, il y a une éclaircie sur Saint-Pierre, vous pouvez monter dans l'avion. Alors on monte dans l'avion, qui était un biplan, et puis vous attendiez, et puis on vous dit non, il faut descendre, c'est couvert maintenant. Et hop, on redescendait, vous pouviez rester 2-3 jours comme ça, ou alors vous preniez le bateau qui vous ramenait sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon avait eu leur heure de gloire à l'époque de la Prohibition. C'est par là que l'alcool français, d'accord, arrivait à Saint-Pierre-et-Miquelon, et de là, par le Saint-Laurent, remonté par le Canada jusqu'au Grand Lac, et c'était l'entrée vers Chicago. Ce qui explique pourquoi Chicago était la place tournante de l'alcool, d'accord, parce que ça venait par là. Et Saint-Pierre-et-Miquelon avait eu l'honneur de la visite de Al Capone. Et Saint-Pierre-et-Miquelon s'était enrichi pendant la Prohibition, elle avait même sa banque, la banque Saint-Pierrez, qui avait fait fortune, d'accord, grâce à la période de la Prohibition. Donc il y a une histoire pour ceux qui s'intéressent et ceux qui ont envie d'aller visiter Saint-Pierre-et-Miquelon, vous pouvez y aller. On y va beaucoup plus facilement maintenant. Depuis Montréal, on peut aller directement sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, avant de partir, je vais voir Sœur Marthe à Percy, dans le service de Bernard Rouvier, qui était chef du service de réanimation à ce moment-là. Sœur Marthe était à la fin de sa vie, quand je suis allé la voir, en décembre 1985. Et donc, je l'ai vue dans sa chambre, et je lui dis, et je savais que c'était la dernière fois que je la voyais, et donc je lui dis, mais Sœur Marthe, qui vous visite ? Votre famille est dans le nord, vos sœurs sont à Djibouti, qui vient vous visiter ? Alors elle me dit, ne vous inquiétez pas, parce que à Arta, il y a eu un régiment alors c'était un régiment de l'armée de terre et qui était commandé par le commandant Leclerc. Le commandant Leclerc maintenant est affecté à Paris et le commandant Leclerc et sa femme que j'ai connu à Djibouti, à Arta, me disait-elle, viennent régulièrement me rendre visite. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai de la visite. Et en février 1986, Sœur Marthe est morte. Alors, je me suis retrouvé quelques années plus tard
Donc après la guerre du Golfe, et en particulier pendant la guerre du Golfe, la guerre a été un moment très important en même temps pour moi, parce que nous étions pendant 6 mois en plein désert. Et j'étais dans une antenne médico-chirurgicale, en plein désert, et nous sommes restés comme ça à attendre pendant 6 mois. Et quand je dis c'était en plein désert, c'était le désert. C'était le désert. Et c'était à la fois extrêmement difficile. Je dois le dire, c'était une période de ma vie très très difficile parce que nous n'avions pas d'activité. J'étais en responsabilité de l'ensemble de ce qu'on appelait l'élément d'Aguet, c'est-à-dire il y avait 5000 hommes répartis dans le désert et chaque régiment qui composait l'ensemble de cette structure étaient éloignés les unes des autres et les Saoudiens avaient mis à ma disposition une Toyota ambulance que j'utilisais quand il y avait un appel d'urgence pour aller prendre en charge quelqu'un qui pouvait être blessé, etc. De jour comme de nuit, je servais un peu de SAMU quand il y avait des urgences. J'avais donc cette ambulance avec moi. Et nos conditions étaient extrêmement difficiles. Nos conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Nous étions co-ration collective pendant 6 mois. Alors, vous aviez le choix, parce que c'était toutes les semaines que nous étions ravitaillés, vous aviez soit de la daube, d'accord, en ration collective, et vous aviez de la daube tous les jours pendant 1 semaine. Ou alors, un peu de chance, quand les jeunes allaient se faire ravitailler, c'était des raviolis pour toute la semaine. Et c'était, etc. Alors on avait fini par faire du troc entre les différents régiments et les différentes structures. J'ai des raviolis, j'ai de la daube, tu m'échanges contre eux, etc. pour essayer de faire en sorte de ne pas avoir à manger tous les jours la même chose. Et donc, on finissait par aller acheter nous-mêmes dans un petit village, à une 30aine de kilomètres, on finissait par aller acheter aussi des légumes, etc. pour compléter notre repas. Ensuite, on a eu très très froid parce que la logistique faisait qu'ils s'imaginaient qu'on allait dans le désert, mais le désert, au mois de novembre et au mois de décembre, il fait froid. Il fait même très très froid, au point que le matin, nous ne pouvions pas nous laver avant 10 heures parce que c'était gelé, l'eau était gelée. Et le froid pénétrait à l'intérieur de nos tentes, pénétrait à travers nos lits picots qui sont des lits de toile, et que nous étions pas partis avec des vêtements hiver. Les tenues que nous avions étaient des tenues et nous n'avions pas. Et il a fallu demander à nos familles de nous envoyer des pulls, etc., pour pouvoir les mettre en dessous. Et pour dormir, il fallait on mettait du papier journal pour essayer de s'isoler, parce que si on était couvert très bien en dessous par le lit picot, tout le froid remontait comme ça, c'était extrêmement difficile, c'était compliqué. Et puis il y avait une promiscuité aussi. C'est là où on découvre en même temps les individus, c'est la promiscuité avec lesquels vous vivez, avec les autres. Et donc c'était difficile. Et puis, enfin, il y avait aussi tout ce qui se disait, c'est-à-dire que nous allions affronter la plus grande armée du Moyen-Orient, que le taux de mortalité serait de 10% pour nous le premier jour, 7% le deuxième jour, 3% le troisième jour, le taux de mortalité, que mes jeunes camarades qui se trouvaient dans les régiments de l'avant venaient me voir en me disant « moi je ne sais pas faire, j'ai jamais fait, on me demande de prendre en charge les blessés de guerre, je ne sais pas ce que c'est, les pauvres sortaient de l'école d'application, ils n'avaient jamais été confrontés à des situations de guerre comme ça ». Donc il y avait une situation qui est très anxiogène. C'était vraiment très, très anxiogène. Et d'un seul coup, c'est de se dire, mais est-ce que j'ai envie de donner ma vie pour le pétrole? Parce qu'au fond, tout ça, c'est une vaste manipulation. On est là pour le pétrole du Koweït, d'accord? Et on ne veut pas que ce pétrole tombe entre les mains de Saddam Hussein, parce que ça deviendrait une des premières puissances pétrolifères du monde. Et donc, en fait, on était tous partis pour se faire tuer pour ça. Et mes enfants étaient petits, et j'en avais 5.
Et je n'avais pas envie non plus de mourir pour ça, en plein désert. Et donc, c'était une situation, je veux dire, très difficile à vivre, de dire, mais je me suis fait avoir, je suis dans une cage, et je me suis fait avoir, là, je veux bien donner ma vie pour la patrie, je veux bien donner ma vie pour la France, je veux bien me battre pour, mais je ne veux pas me battre pour les Américains, et en tout cas pas pour le pétrole. Je n'ai pas envie de mourir pour ça. Et donc, ça a été une remise en cause de ma foi, une extrême difficulté. Le matin, le soir, avant de me coucher, je courais dans le désert, etc., pour essayer de sortir toute ma rage. Compliqué. 6 mois très, très compliqués. Et jusqu'à ce qu'arrive le mois de février 1991, où on reçoit l'ordre de plier nos bagages et d'aller nous mettre près de la frontière irakienne. En fait, c'était le début de l'opération terrestre. Voilà. Et donc, nous avions à travailler avec les Américains au soutien sanitaire, etc. Nous étions prêts à ça. Et on nous a demandé de nous rapprocher de la frontière irakienne. Nous avons tout plié. Nous sommes partis nous positionner près de la frontière. Et puis, moi, j'avais emmené avec moi cette ambulance saoudienne, avec son croissant dessus, etc. J'ai dit, je ne vais pas la laisser aux Saoudiens, je l'emmène avec moi. Et donc, je suis parti. J'étais le seul véhicule avec un croissant rouge au milieu du convoi français, d'accord, avec ses camions, etc. Et j'avais ce véhicule et j'en avais fait mon camping-car. Je m'étais installé dans le brancard qui était à l'arrière. C'était un véhicule 4x4. J'avais un lecteur de CD à l'intérieur. J'avais un mini-frigo aussi à l'intérieur. J'en avais fait mon camping-car. Quand je m'arrêtais à l'arrière, j'avais du café, etc. Les autres venaient derrière le véhicule pour venir boire le café avec le camping-gaz que nous avions, etc. Voilà, j'avais ça. Et donc, je m'en servais pour moi. Et puis, la nuit de la veille, justement, de l'offensive terrestre, alors nous savions que le taux de perte serait assez important. L'après-midi n'était pas facile, et en particulier au niveau de l'antenne chirurgicale, médico-chirurgicale, il y avait du stress, surtout l'adjudant-chef, qui était très, 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 très stressé. Il refusait d'enlever sa tenue de protection nucléaire, NRBC, qui est recouverte de carbone à l'intérieur, si bien qu'il avait tous ses ongles noirs, il avait sa barbe qu'il n'avait pas rasée, il avait peur de se déshabiller, qu'on tire un missile avec du neurotoxique, avec du chimique, donc il ne se déshabillait pas. Il ne venait pas avec nous, il restait dans la Jeep. Et avec les jeunes, on avait organisé un match de foot. Voilà. Et on essayait de passer le temps, sachant que le lendemain matin, donc on faisait un match de foot. Et les jeunes riaient, etc. Et puis d'un seul coup, on le voit sortir comme un fou de sa Jeep. Il vient vers nous et il commence à crier. Arrêtez, un peu plus, mais vous ne vous rendez pas compte, demain on va tous mourir, on va tous crever, et vous jouez, etc. Alors bien évidemment, on ne pouvait pas le laisser dire, on ne pouvait pas angoisser à la fois les jeunes qui étaient de l'antenne chirurgicale, les infirmiers qui étaient avec nous, etc. Alors je lui dis, mais mon adjudant-chef, demain il y aura certainement des balles perdues. Demain il y en aura certainement, mais croyez-moi, il y en a une au moins qui ne sera pas perdue. D'accord ? Si vous ne retournez pas dans votre Jeep immédiatement. Et donc, alors il est reparti. Et puis, je me suis couché. Je voudrais que vous compreniez que c'était très, très difficile d'imaginer qu'on puisse mourir pour ça, pour là. C'était pas évident de dire ça. Et il était prévu, bien évidemment, que nous prenions un comprimé préventif contre le sarin, le neurotoxique, contre le chimique. Et il fallait prendre ce comprimé toutes les 6 heures.
Et donc, à 1h du matin, la garde tape à la vitre de la Jeep, de l'ambulance, pour que je prenne le comprimé. De manière, elle faisait le tour du campement. Enfin, donc, je me réveille, je prends le comprimé, et puis je me recouche sur le brancard. Et à ce moment-là, le sentiment d'une espèce de libération. Alors, je ne peux pas vous dire autre chose. Le sentiment d'avoir couru avec un sac à dos, d'être arrivé et d'un seul coup d'avoir la possibilité d'enlever ce sac et de le poser. D'un seul coup, ce sentiment d'être libéré. Le fait de dire « fais confiance ». Et ce qui est survenu à ce moment-là, c'est un sentiment de joie. Aussi rapide que ça. Fais confiance. Et d'un seul coup, une joie. Et le lendemain matin, à 6h, nous avions le convoi organisé. J'ai pris ma place dans le convoi, là. Les jeunes de l'antenne m'avaient fait découvrir une chanteuse celte qui s'appelait... le nom m'échappe, mais ça va revenir. Et donc, j'avais acheté ce disque-là, et Enya, je parle d'Enya, c'est une chanteuse celte. Je mets le disque d'Enya à fond, et je suis parti derrière le convoi. L'artillerie, bien évidemment, a commencé à tirer au-dessus de nous pendant que nous progressions. L'artillerie n'est pas devant, l'artillerie est derrière et elle tire sur les Irakiens par-dessus votre tête. Et je suis rentré totalement calme au même temps, très joyeux au fond, très calme. Et c'est comme ça que je suis rentré en Irak avec l'ensemble. Et nous avons monté notre structure et on a commencé à recevoir les blessés, etc. Au deuxième jour, le groupe de choc de l'armée française, il y avait un groupe qui avait pénétré au-delà des lignes irakiennes pour faire du renseignement en même temps. Ce groupe est rentré dans un fort qu'on appelait le fort d'As-Salman. Et dans le fort, les Américains larguaient ce qu'on appelle des cluster bombes. Des cluster bombes, ce sont des containers. À l'intérieur, vous avez plusieurs centaines de boules, comme des boules de tennis, qui sont en fait des grenades. Et ces grenades, les avions larguent le container. À partir d'une certaine hauteur, le container s'ouvre et largue ces boules, qui sont ces grenades. Ces grenades tournent sur elles-mêmes, et le fait de tourner sur elles-mêmes, ça met la mise à feu, s'allume à ce moment-là. Et si tout est bien calculé, à 1,50 m du sol, ces grenades explosent. Alors 1,50 m, c'est fait justement pour tuer les hommes. 1,50 m. Seulement, un certain nombre de ces grenades, si la mise à feu n'est pas suffisante, les grenades se posent et n'explosent pas. Mais il suffit de peu de choses pour qu'elles explosent. Il suffit que quelqu'un marche à côté. Il suffit d'être dessus. Et donc, ça pollue complètement le terrain. D'accord ? Et justement, ils avaient pollué le terrain du fort d'Al-Salman. Et le groupe de choc, d'accord, des troupes, des régiments de choc de l'armée française, il y avait tout un groupe qui était là, avec un officier qui les commandait. On sautait sur les mines. Et de ce fait, il y a eu quelques-uns qui sont morts, qui ont sauté sur les bombes américaines. Et puis, il y a eu la première explosion. Normalement, les consignes de sécurité, c'est que quand il y a une explosion sur une mine ou autre, les autres ne doivent pas y aller, de manière à faire un cordon de sécurité. Mais pris, voir leurs camarades sauter sur la mine, etc., les autres se sont précipités et à leur tour, ils ont sauté aussi sur les autres mines. Donc,
au niveau de l'antenne médico-chirurgicale, nous avons reçu ces premiers blessés. J'ai pris celui qui était le plus grave, qui avait été polycriblé, qui était dans le coma, avec une plaie de l'œil, etc. Il y en avait un autre, c'était l'officier, un lieutenant-colonel, qui lui avait ses 2 pieds pratiquement amputés, au niveau des jambes, amputés. Il y en avait un 3e qui avait un problème thoracique, etc. Et puis mon chef vient me voir et me dit « tu les ramènes sur l'arrière », c'est-à-dire sur l'hôpital de campagne à l'arrière qui était à environ 200 km derrière. Et il me dit « tu les ramènes, tu prends l'hélico et tu les ramènes sur l'arrière ». Ok. Je demande à le camarade qui avait pris en charge l'officier en question, je lui dis « mais comment il est ton malade ?» Il me dit « t'as pas d'inquiétude, il est parfaitement stable, ses 2 pieds ne saignent pas, j'ai fait un parage, c'est-à-dire j'ai nettoyé, etc. J'ai mis des attelles, d'accord, et il est calme, il ne souffre pas. Très bien, et puis il y avait l'autre aussi. Donc je prends les 3, je les installe dans l'hélicoptère, l'hélico s'en va. Bien évidemment, nous étions en situation tactique, c'est-à-dire à 250 km/h, à basse altitude, et il y avait du vent qui rentrait. Les pilotes de l'hélicoptère avaient tous leurs sacs, leurs casseroles, etc. à l'intérieur de l'hélico, d'accord, pour se faire leur tambouille quand ils étaient au repos. Et donc, l'air rentrait, il y avait beaucoup de bruit, on allait très vite, et le malade, l'officier, le lieutenant-colonel, commence à s'agiter, il arrache sa perfusion. Difficile à ce moment-là, je commence à perdre le contact avec lui, il réagit moins bien, je me dis, il y a quelque chose qui leur a échappé, il y a peut-être une plaie au niveau de l'abdomen, il y a un truc, je commence à l'examiner, il ne peut pas prendre la tension artérielle non plus, ça tremble beaucoup trop, je ne sens pas le pouls au niveau, il est en train de mourir, ça c'est certain. Je suis pris d'un réflexe immédiat, je lui arrache ces 2 attelles qu'il avait au niveau des pieds, et à ce moment-là, je me rends compte qu'il était en train de mourir de son hémorragie aiguë, que le saignement au niveau des pieds s'était rouvert, les artères s'étaient rouvertes, il saignait abondamment, il était en train de mourir d'hémorragie grave. Donc je mets 2 garrots très vite, le sang, il y en avait partout. Nous en avions sur nous, etc., par le vent qui rentrait, du sang partout. Et j'envoie un message pour avoir une ambulance immédiatement à l'arrivée et qu'on prépare le bloc opératoire en même temps. Dès qu'on s'est posé, l'ambulance était là, ils l'ont pris en charge. Je suis allé me laver. Ça faisait des semaines que je n'avais pas pris de douche au même temps, puisqu'on était en plein désert et que l'hôpital, on m'a donné une nouvelle tenue. Je me suis couché. Et puis, le lendemain matin, j'ai repris l'hélico pour retourner à l'antenne et j'ai demandé qu'est-ce qu'il en est du médecin, du lieutenant-colonel. On me dit, on l'a amputé de ses 2 pieds, de ses 2 avant-pieds. On l'a amputé. Bon, très bien. Et puis, de là, on nous a envoyés au Koweït après, avec notre antenne aussi. On a été à Koweït City. Et après Koweït City, nous sommes rentrés en France. Je suis affecté à Le Gouest, à Metz, là. Et donc, on me dit, si tu veux, il y a la possibilité pour toi de préparer une agrégation. Et donc, c'était en 1996. La médecine d'urgence était assez balbutiement en France. Et j'ai été le premier agrégé de médecine d'urgence en France et de catastrophe. L'armée avait senti le besoin que la médecine d'urgence était devenue une spécialité à part entière. Et donc, il y avait là de quoi enseigner ce que nous n'avions pas en France, que les Américains faisaient, etc. Il y avait une spécialité de médecine d'urgence. Nous n'avions pas en France de spécialité de médecine d'urgence à cette époque-là. C'était des médecins généralistes qui travaillaient dans les services d'urgence et ils avaient ce qu'on appelait la CAMU, la capacité d'aide médicale urgente, mais il n'y avait pas de spécialité comme il y a maintenant, etc. Et nous étions rendus compte que les médecins militaires n'étaient pas préparés non plus à ce type de cette médecine-là. Voilà. Et donc, le service de santé a eu l'idée de créer une agrégation de médecine d'urgence et de catastrophe. Et j'ai eu la chance de passer cette première agrégation en France de médecine d'urgence et de catastrophe. Maintenant, la spécialité est parfaitement organisée, aussi bien civile que militaire. Elle est bien organisée. Et donc, pour préparer l'agrég, je vais à Paris voir Bernard Rouvier.
D'accord. Et un soir, quand j'arrive, Bernard Rouvier me dit, écoute, tu prépares ta question, après, si tu es d'accord, tu manges avec nous, et ensuite, après, tu planches ta question. Et ce soir, nous avons des invités. Nous avons des invités ce soir, et si tu es d'accord, tu manges avec nous. Alors, je dis oui, bien sûr. Et donc, j'assiste à ce repas. Il y a deux couples. Un couple de civils, un couple de militaires et le couple Rouvier. Le couple, le colonel qui est là, un homme grand, etc. On prend l'apéritif ensemble. Il est à l'école des armées à Paris. Et puis, au cours du repas, à un moment donné, il évoque Djibouti. Alors je lui dis, mais Djibouti, vous étiez à Djibouti où? Alors il dit, j'étais à Arta. Ah bon? Vous étiez à Arta? Je lui dis, mais est-ce que vous avez connu Sœur Marthe à ce moment-là? Il me dit, oui, bien sûr. Sœur Marthe, nous l'avons accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Et alors, ce que je me rends compte au même temps, c'est que pendant la guerre du Golfe, au fond, cet homme avait perdu ses deux pieds et qu'il portait des prothèses. Et il s'était donné comme ambition de ressauter en parachute, c'était la période de la guerre de Yougoslavie, et il voulait retourner avec un commandement, sauter en parachute et recommander, d'accord, à Djibouti, au lieu d'être à l'école militaire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'autour de la table, d'accord, il y avait Bernard Rouvier qui avait connu Sœur Marthe. Cet officier, c'était celui que j'avais transporté et à qui j'avais sauvé la vie de son hémorragie, et que c'était lui le clerc. Au fond, autour de la table, nous étions les trois à avoir connu Sœur Marthe. Et au fond, je me dis, rien ne me destinait à ce que mon chef vienne me demander de conduire ces trois blessés à l'arrière. Rien. Il est venu me dire, est-ce que tu veux les transporter? Et au fond, j'avais sauvé la vie à cet homme. Et je ne lui ai pas dit que je lui avais sauvé la vie. Je ne lui ai pas dit. Je ne me suis pas senti à ce moment-là. Mais, quand même, la probabilité pour que je sois dans cet hélicoptère et que je sauve la vie à cet homme, quand même, je vous laisse à la réflexion. Alors, bien évidemment, durant toutes ces années, chaque fois que j'étais avec les antennes chirurgicales au Tchad, à Djibouti ou dans le monde, etc., nos antennes ont toujours été ouvertes à la population civile. Nous avons toujours soigné la population civile qui avait tendance toujours à venir en Afrique en particulier, à venir nous voir, etc. Donc la composante humanitaire a toujours fait partie intégrante du service de santé des armées, au fond, partout où nous avons été. Et il s'est trouvé qu'à partir de quand je suis devenu médecin général, on a commencé à me dire « prépare ta succession ». Et là, j'ai compris que je ne pouvais plus rester dans l'armée parce qu'on voulait me faire compter des chaussettes comme médecin général à Paris, à la direction, et je ne voulais pas quitter le malade. Et donc, je n'avais pas vraiment le choix. Et donc, j'ai pris la décision, assez rapidement d'ailleurs, de quitter l'armée pour continuer à rester avec le malade. Et donc, c'est comme ça que j'ai été pendant 3 ans à l'hôpital Bon Secours,
responsable du service de chirurgie cardiaque, de réanimation de chirurgie cardiaque. Et après, on est venu me chercher en 2007 en me proposant de créer un service de réanimation à la Polyclinique de Gentilly à Nancy. Et donc, j'ai créé ce service de réanimation à Chantilly de 2007 à 2015. Non, ici, 2007. Tout en gardant des activités de médecine humanitaire et d'expertise. Et puis, il se trouve qu'en 2012, alors j'avais été d'abord à Lampedusa. Lampedusa, je suis parti avec l'Ordre de Malte. Il y avait à l'époque une opération qui était menée par les Italiens et l'Europe, qui s'appelait Mare Nostrum, pour porter secours aux réfugiés en Méditerranée. Et c'était l'Ordre de Malte qui organisait ces secours, et nous étions, les médecins, nous étions sur les gardes-côtes italiens. Et chaque fois qu'il y avait un bateau qui était en situation de détresse, nous allions au secours. À l'époque, nous allions directement de jour comme de nuit, nous allions au secours de ces bateaux. Et ça a été une expérience très difficile pour moi, à la fois de voir ces bateaux en situation de détresse en pleine nuit. Ils étaient entassés dans des bateaux, des très vieux bateaux, et en fonction du prix qu'ils payaient, il y avait ceux qui étaient dans la cale et ceux qui étaient au-dessus, entassés les uns sur les autres, dans l'impossibilité de porter des bagages. Alors ils mettaient leurs habits les uns sur les autres, etc. Ils n'avaient pas de sac, ils n'avaient rien, ils portaient tout sur eux, et ils ne pouvaient même pas déployer leurs jambes, tellement ils étaient tassés à l'intérieur des bateaux, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, dans un des bateaux, on arrivait près d'eux, et puis ensuite on les remorquait jusqu'au quai de Lampedusa. Je suis descendu dans la cale, et dans la cale, il y avait une trentaine de morts. Dans la cale, il y avait une trentaine de morts. Et donc, ce qui s'était passé, c'était que le moteur tirait mal, et donc ceux qui étaient dans la cale ont eu peur de mourir asphyxiés. Donc, ils ont tenté de sortir pour aller sur le pont, mais sur le pont, c'était impossible de les recevoir. Impossible. Ils ont essayé de sortir pour s'aérer, poussés par les uns, par les autres, etc., pour essayer de monter au-dessus, de s'extraire de la cale dans laquelle ils étaient. Et ceux du dessus ont fini par leur fracasser le crâne chaque fois qu'il y en avait un qui sortait. C'est comme ça qu'il y avait une trentaine de morts à l'intérieur de la cale. Tous les matins, bien sûr, nous ne pouvions pas aller à tous les bateaux en détresse, certains ne le pas, mais tous les matins, Lampedusa est une très jolie ville, une très jolie île. On a l'impression d'être dans le Pacifique, vraiment très très beau. Et donc, ils tirent leurs revenus essentiellement des touristes, et surtout italiens et de Sicile qui viennent à Lampedusa passer les vacances. Et donc, les gens de Lampedusa ne voulaient absolument pas que ça se voie, qu'il y avait tous ces réfugiés qui étaient là présents, etc. Et tous les matins, vous aviez les fonctionnaires de la municipalité qui allaient sur la plage pour ramasser les cadavres qui arrivaient, tous les matins. Et vous aviez cette chose extraordinaire d'une partie de l'île, d'accord, où tous les touristes étaient là, etc. Et tout un système qui avait été mis en place pour faire en sorte que les touristes ne remarquent pas, d'accord, les drames qui se jouaient. Et nous partions en mer, chercher les bateaux en détresse, on les ramenait dans une partie du port qui avait été militarisée, on les accompagnait pour faire en sorte qu'ils n'aillent pas vers la partie publique, on les amenait directement vers cette partie du port qui était militarisée, ils descendaient, il y avait bien sûr la Croix-Rouge italienne qui était là présent et Médecins sans frontières, le médecin qui était sur le bateau vérifiait qu'il n'y avait pas de problème éventuellement sur le plan de la santé immédiat. Ils montaient dans des bus opaques qui les amenaient dans le centre de rétention. Du centre de rétention, quand ils arrivaient à peu près à 2000, il y avait un ferry qui venait d'Italie. Les bus les ramenaient sur le ferry et ils allaient en Italie où ils étaient dispatchés entre Gênes, etc. Et de fait, Lampedusa vivait sa vie totalement, tranquillement, avec ses touristes, etc. Et il y avait
ces drames constants qui étaient là, vraiment, et extrêmement, extrêmement difficile à voir. Comment ce monde pouvait regarder ailleurs quand il y avait tant de drames. Mare Nostrum, l'Europe a décidé d'arrêter parce qu'elle a considéré que l'aide que l'on pouvait apporter aux réfugiés qui traversaient la Méditerranée, l'aide, au fond, était une forme de complicité avec les passeurs. Puisque nous allions au secours, d'accord, des gens qui étaient en mer, en fait, on devenait les complices des passeurs. Et de ce fait, Mare Nostrum a été interrompu. Interdit. Mare Nostrum, terminé. Pas d'aide. Que les gens meurent et qu'ils meurent. Et qu'ils se noient. Et vous le savez, qu'ils continuent de se noyer. Et que même les bateaux comme SOS Méditerranée, etc., on leur interdit d'apporter secours en mer parce qu'on les considère comme des complices des passeurs, qu'ils facilitent. Encore aujourd'hui, là, maintenant. Là, maintenant. C'est le drame qui se passe en Méditerranée. C'est ce qui se passe. On a payé aussi des hotspots, c'est-à-dire on a payé la Libye pour arrêter les flux de migrants qui passent par la Libye. Tout le monde sait ce qui se passe en Libye. C'est que tous ceux qui ont traversé les déserts, etc., sont souvent torturés. Ils les torturent pour que leur famille verse de l'argent pour les libérer. Ils arrivent à Tripoli, ils sont mis en prison, les femmes et même les hommes sont violés tous les jours, etc. Nous savons tout ça et nous continuons à être complices de ce qui se passe là-bas. Nous continuons à être complices et nous payons la Libye. Nous avons même donné à la Libye des bateaux pour pouvoir intercepter les bateaux qui sortent du port de la Libye, etc., pour venir à Lampedusa. Il y a une situation qui ne fait pas honneur à nos valeurs judéo-chrétiennes. Elle ne fait pas honneur à l'accueil, elle ne fait pas honneur, véritablement. Alors, donc j'ai été 3 fois à Lampedusa. 3 fois à aller au secours des migrants à Lampedusa. Et puis en 2012, un matin, je pars de Metz pour aller à Gentilly. Il est 7h30, je suis dans ma voiture et j'écoute France Culture. Et là, il y avait une émission d'un médecin franco-syrien qui raconte ce qui se passe en Syrie, où les bombardements systématiques des hôpitaux, ça ne doit plus vous étonner maintenant. Vous savez que les hôpitaux ne sont plus des dieux sacralisés ou protégés par les conventions internationales. En Syrie, c'était pendant 10 ans, les hôpitaux ont été systématiquement visés, détruits, bombardés, etc. Et comme à Mariupol aussi, ou comme actuellement en Ukraine, où il y a 1500 structures sanitaires qui ont été détruites par les Russes en Ukraine. Et comme aujourd'hui, Al-Shifa, qui n'est même pas respecté ni par le Hamas et encore moins par Israël, qui bombarde aussi les structures sanitaires. Donc, en tout cas, en 2012, pour moi, c'était bien la première fois que j'entendais qu'on bombardait systématiquement les hôpitaux. Alors, j'appelle une de mes amies qui est à Paris, qui est vice-présidente de la région Île-de-France. Je lui dis, écoute, j'ai écouté ça. C'est incroyable ce que j'ai entendu. Les médecins, les infirmiers sont arrêtés, ils sont torturés s'ils soignent des rebelles. Et les hôpitaux sont bombardés. Alors, elle me dit, ah ben c'est curieux. Et je dis, cette ONG s'appelle USSM, ce sont des franco-syriens expatriés. Alors, elle me dit, c'est curieux que tu m'en parles parce qu'ils viennent de sortir de mon bureau. Ils viennent de me demander 50 000 € pour acheter des sacs d'urgence pour les distribuer en Syrie. Donc, si tu veux, j'ai leur numéro de téléphone. Et donc, j'ai pris contact avec eux. Ça a été un peu compliqué pour eux d'accepter de m'emmener en Syrie. Et en fin de compte, je les ai mis devant le fait accompli. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai pris 2 semaines de congé et je suis parti, seul. Alors j'ai été attendu, je suis parti à Istanbul. Je suis allé jusqu'à Hatay, une petite ville à l'est de la Turquie.
Et là, quelqu'un est venu me chercher le soir qui ne parlait ni l'anglais ni le français et qui m'a amené dans une autre petite ville à la frontière syrienne qui s'appelle Rayanli et il m'a déposé dans un hôtel. Je n'avais de lui pas de téléphone, persuadé qu'il viendrait le lendemain matin me chercher. Mais le lendemain matin, il n'est pas venu me chercher. J'ai passé toute la journée du lendemain dans cet hôtel et puis dans la petite ville de Rayanli. Et puis personne n'est venu me chercher. Et du même coup, je me suis retrouvé le dimanche matin, personne non plus. En fin de matinée, un coup de téléphone de la réception, descendez, il y a un véhicule qui vous attend. Je pris mon sac, je suis descendu. Et effectivement, il y avait un monsieur qui était un taxi et qui ne parlait pas l'anglais, qui ne parlait pas le français non plus. Et donc, je suis parti avec lui et nous avons traversé clandestinement un champ d'oliviers. Nous avons traversé et nous sommes rentrés en Syrie comme ça. Et il m'a laissé dans une petite ville qui s'appelait Dana. Et Dana, pour vous situer un peu, se trouve à 60 km d'Alep, et qui était la ligne de front. Les combats faisaient rage à Alep, mais faisaient rage aussi à Idlib, d'accord, à Sarmada, toute cette zone-là. Et la ville de Dana, la petite ville de Dana, avec son hôpital, servait de lieu de transfert des blessés du poste de la zone du front. Les blessés arrivaient à Dana, où ils étaient pris en charge. Donc c'est ce qu'on appelle un niveau 2. D'accord ? Vous avez la ligne de front et vous avez l'hôpital de derrière, d'accord, qui assure la stabilisation des blessés. Et donc on travaillait beaucoup. Beaucoup. Les blessés venaient d'Alep, venaient de partout, etc. C'était vraiment... Quand je suis arrivé, il était vers 2 heures de l'après-midi, à peu près. 2 heures, oui, entre 2 et 3 heures. Le médecin qui m'attendait en haut des marches me dit « Vous ne pouvez pas rester ici », il me le dit en français. On l'avait prévenu. Et il dit « Vous ne pouvez pas, c'est trop dangereux, c'est dangereux ». Mais je dis « Je suis venu pour ça, a priori... Je n'étais pas Jeanne d'Arc, j'avais passé mon temps à être dans les zones de guerre, et donc ce n'était pas pour moi une nouveauté que d'être là. Et donc je lui dis, mais j'ai pris 2 semaines de vacances. 2 semaines. Et donc, il m'a conduit dans son bureau, j'ai déposé mon sac, il m'a amené au bloc opératoire, j'ai passé une tenue de bloc opératoire, on revient vers l'entrée de l'hôpital, et à ce moment-là, le fusil mitrailleur qui était au bout de la rue se met à tirer là. Du même coup, tous les gens qui étaient dans la rue se précipitent à l'intérieur. Un véhicule arrive, il y a un homme qui sort, il est blessé au niveau de son genou, il saigne beaucoup, il est déposé. Comme je suis juste devant l'entrée, à ce moment-là, c'est moi qui le prends en charge pour l'allonger sur un brancard. Mais à ce moment-là, tout le monde s'enfuit parce que les tirs de l'automitrailleuse sont tellement importantes, si proches, d'accord, que tout le monde fuit au même temps. Et on se retrouve, lui et moi, tout seul. Il se met debout pour essayer de fuir aussi, sans savoir ce qui allait se passer. Et en fin de compte, il tombe par terre, mais je reste avec lui parce qu'il saigne tellement au niveau de son genou que je lui fais un point de compression. D'accord ? Et puis on attend comme ça, à peu près une dizaine de minutes. Ça n'a pas duré longtemps, jusqu'à ce que l'automitrailleuse arrête de tirer. À ce moment-là, les autres sont revenus, mais les blessés arrivaient aussi. Et donc, je n'ai rencontré mes collègues que vers 17h. Les collègues syriens, je ne les ai pas vus. Chacun travaillait dans son coin, au bloc opératoire et ailleurs, lorsqu'on est venu me chercher pour manger. Et donc, on m'a dit, venez, le plat est arrivé. En fait, on ne mangeait que 2 fois par jour. Donc, le matin vers 10h et le soir vers 17h, on nous amenait au plat unique. Entre riz et poulet, c'était au plat unique que nous avions. J'ai découvert ce qu'il y avait à manger au plat unique, parce que vous apprenez à ne manger que juste ce que vous avez besoin, parce que vous devez penser en même temps aux autres. Et manger au plat unique, à mon sens, c'est certainement la meilleure façon de savoir manger juste ce qu'il faut. D'accord ? Parce que vous ne savez pas qui doit encore manger derrière vous. Donc vous partez toujours avec ce sentiment d'avoir encore faim. D'accord ? Et c'est certain. Et donc, au bout de 48 heures, je suis allé me coucher vers 2 heures du matin. Il y avait le bloc technique
Et puis il y avait le bloc hospitalisation, et dans une partie du bloc hospitalisation, il y avait les chambres pour les médecins, des grandes chambres, etc. Donc j'avais mon lit là, et je suis allé me coucher à 2h du matin. À 4h du matin, le muezzin appelle à la prière, et à ce moment-là, j'ai eu un réflexe, je me suis jeté par terre, et l'hôpital a explosé. On a été bombardé. Et j'ai tout vu bouger, la baie vitrée qui est tombée sur mon lit, etc. C'était une situation comme ça. J'ai vu 2 hommes s'enfuir, passer sous des escaliers. À ce moment-là, j'ai attendu un tout petit peu, persuadé que peut-être l'avion allait repasser pour bombarder. Puis je les ai rejoints. Et en fait, quand je me suis rendu compte que tout était calme, j'ai rejoint mes collègues dans la partie technique. Nous avions eu des infirmiers qui étaient morts. Nous en avions d'autres qui étaient blessés avec plaie du foie, etc. On a travaillé, on s'est retrouvés le lendemain matin à 11h, après avoir évacué tout l'hôpital de tous les blessés, etc. que nous avions. On s'est retrouvés les 4 médecins en tenue de bloc opératoire avec notre valise. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, j'ai rejoint à ce moment-là, par des passeurs, à travers la montagne, j'ai rejoint un autre hôpital, la ville de Al-Bab, au nord-est d'Alep, où l'hôpital de la ville avait déjà été bombardé. Et j'ai travaillé dans un hôpital clandestin pendant une dizaine de jours. Je suis parti le 6 octobre. Le 17 octobre, l'hôpital était bombardé et ceux qui étaient avec moi, une partie sont morts aussi sur les bombardements. En sortant toujours par le système des passeurs, où vous allez d'un village à un autre village, il y a un véhicule qui vient vous chercher, chez le chef du village, vous attendez la nuit, il vient, il vous prend et il vous amène à un autre endroit. Là, vous descendez, alors là, vous passez pratiquement votre temps à boire du thé, d'accord ? À chaque fois, vous attendez que l'autre passeur arrive pour vous prendre et vous finissez à pied dans la montagne. Et en passant sous les fils de fer barbelés turcs, dans mon sac à dos, j'ai écouté de la musique, j'aime beaucoup la musique lyrique, et j'avais un iPod. Et je ne sais pas pourquoi l'iPod s'est déclenché, et Bocelli qui se met à chanter la Traviata en pleine nuit, et les autres de crier « chut, 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 les Turcs sont pas loin ». Et donc il a fallu, et puis j'ai passé mon sac au travers les fils de fer barbelés. Mon collègue franco-syrien qui m'accompagnait, Anas Shaker, lui, s'est fait une entorse, il avait du mal à marcher, il fallait faire attention de rester dans les pas du passeur parce qu'il disait que tout était miné de part et d'autre, on était au niveau de la frontière, et nous sommes arrivés jusqu'à une route. On a traversé la route, on s'est caché dans le forêt, enfin là, et puis un véhicule est arrivé qui nous a pris en charge et nous a ramenés à Rayanli, comme ça. Ensuite, j'ai retrouvé, au mois de décembre, j'ai retrouvé mes collègues à Paris et je leur ai proposé ce que j'avais vu et ce que j'avais compris, c'est que les médecins syriens n'étaient pas préparés à prendre en charge les afflux de victimes, ils ne savaient pas du tout mettre en place des protocoles, ils n'avaient pas de conduite, toutes les équipes travaillaient en même temps, il n'y avait pas d'organisation, etc. Bon. Ils ne savaient pas trier non plus. J'avais commencé à faire des cours quand j'étais à Al-Bab pour leur enseigner. Et puis j'ai trouvé que la meilleure façon que je puisse aider les Syriens, c'était de les former. Et donc au mois de février 2013, après avoir formé 6 médecins franco-syriens à Metz, chez les pompiers, au SDIS 57, nous sommes partis avec 400 kilos de matériel pédagogique. Nous sommes partis en Syrie. Et le centre de formation, j'avais dessiné ce que devait être le centre de formation, fort de l'expérience que j'avais à Metz, etc. Je n'inventais pas, je savais ce que je... Voilà. Et nous avons été directement à Alep, parce que le centre n'était pas prêt. À Alep, c'était la guerre. Et ça tirait constamment, jour et nuit, avec les snipers, etc. C'était vraiment... Il faisait très froid, il n'y avait personne dans les rues, les immeubles effondrés. C'était vraiment quelque chose d'assez difficile que je n'avais pas vraiment vu. En tout cas, même en Yougoslavie, à Sarajevo, etc. Et donc, on nous a amenés dans une école anglaise, privée, de langue,
était privé, et c'est là que nous nous sommes installés. Et il n'était pas possible de former plus de 12 médecins. La ville d'Alep, il y avait dit, je voudrais vous faire partager avec vous ce que je ressens comme admiration pour le personnel soignant syrien durant ces 10 années. Tous les hôpitaux étaient clandestins à Alep et numérotés de M1 à M10 parce qu'ils étaient systématiquement bombardés. Donc ils étaient installés dans des immeubles, etc. Il y avait une organisation, ils étaient passés dans la clandestinité, ils avaient changé de nom aussi, les médecins, les infirmiers avaient changé de nom pour ne pas être pris par le régime, pour que leur famille ne soit pas éventuellement arrêtée et autres. Et donc nous avons formé, et c'était pas mal pour moi en même temps, puisque c'était le premier cours que faisaient les formateurs que j'avais formés, de ne pas avoir trop de monde, et nous n'avions que 12 médecins. Et puis au 3e jour, le premier Scud tombé sur la ville d'Alep a été un fracas terrible où tout un quartier s'est effondré. La ville est très vieille, elle date depuis des siècles, et tout s'est effondré. Et nous sommes partis en pleine nuit dans les hôpitaux pour aider à la prise en charge des blessés d'Alep. Là. Alors, je voudrais vous parler d'un film pour que vous compreniez. Ce film s'appelle Pour Sama. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous l'a déjà vu, ce film. Ce film a été primé plusieurs fois à Cannes comme un des meilleurs films documentaires. Il s'appelle For Sama, Pour Sama. Et ça a été filmé dans un hôpital clandestin à Alep, pendant le siège d'Alep. Je vous invite à le voir pour que vous compreniez ce que j'essaye de vous faire passer, en tous les cas, de ce que ça peut être. Voilà, vous pouvez le voir sur Netflix, vous le trouverez à la FNAC, vous le trouverez partout. Pour Sama, en tous les cas. Et il se trouve que le médecin que vous verrez pour Sama faisait partie des premiers médecins que j'ai formés à Alep. D'accord. Et donc, puis ensuite, nous avons ouvert notre centre de formation à la frontière. Au total, durant ces années, 10 ans, il y a eu 4 centres de formation. Le premier, donc, était au nord-ouest. Le deuxième était à la frontière syro-libanaise. Nous étions clandestins dans un appartement de 5 pièces. 5 pièces. Le jour, nous faisions centre de formation, la nuit, centre d'hébergement. Les médecins sortaient clandestinement. Et puis, nous sommes restés 18 mois là. Et puis, le Hezbollah, proche du régime, a attaqué la ville de Arsal et nous avons été obligés de nous exfiltrer. Après, nous sommes allés en Jordanie. Et en Jordanie, nous avons eu des problèmes avec le renseignement jordanien. Et donc, nous n'avons pu mettre en place qu'une formation en visio avec eux. Et puis, le dernier centre de formation est à Derik, dans le nord-est, quand il y avait les combats contre Daesh. Et les combats étaient très violents, avec les Kurdes qui se battaient. Et nous avons formé le personnel infirmier à la prise en charge des blessés, des bombardements et de la guerre contre Daesh. Je suis allé même jusqu'à Raqqa pendant les combats, d'accord, pour voir comment s'organisait la prise en charge des blessés. Et j'ai été très touché par le sacrifice des Kurdes qui se battaient contre Daesh, vraiment, là. Et je me disais que quelque part, nous devrions avoir honte de laisser les Kurdes, de donner des armes aux Kurdes, d'accord, pour qu'ils se battent à notre place, d'accord, mais vraiment, c'était très touchant. Dans un cimetière, il y avait, j'ai vu le cimetière n'avait pas de mur, tellement il y avait de tombes blanches qui étaient avec le portrait. Il y avait des femmes, des mères, etc., des enfants qui étaient en train de pleurer sur ces tombes, etc. Tous étaient jeunes, des hommes, des femmes, puisque les femmes aussi se battaient contre Daesh. Et en sortant du cimetière, on me dit, tiens, tu vois ce gardien, il a demandé à être gardien du cimetière et il ne veut pas être payé. Alors je lui ai dit, et pourquoi? Et il était là, le monsieur était là, je lui ai dit, mais pourquoi il ne veut pas être payé? Il ne veut pas être payé parce que son fils a été tué et son fils est enterré ici et qu'il veut rester avec son fils jusqu'à ce que lui aussi puisse mourir. Alors,
il y avait quand même, quelque part, pour attacher un peu notre propre honneur à ne pas être parti nous battre contre Daesh et à éliminer Daesh, il y avait surtout le fait qu'il y avait des volontaires étrangers, il y avait des Français, il y avait un Breton, il y avait des Anglais, etc. Il y avait tous ces gens qui étaient là. Et quand je suis rentré pour la première fois par l'Irak, j'ai traversé le Tigre. Et là, en traversant le Tigre de l'autre côté, il y avait la BBC qui était là parce qu'il y avait un combattant anglais qui était mort et que les Kurdes rendaient les honneurs. Donc au total, durant toutes ces années, 10 ans, nous avons formé 34 000 personnes, 34 000 soignants, mis en place 12 cours pour aider les soignants à la prise en charge, essayer de sauver des vies. En 2022, pour aller un peu plus vite, ne m'en voudrez pas, en 2022, nous sommes allés en Ukraine parce que nous avions vu comment combattaient les Russes, Wagner, le groupe Wagner, la manière de procéder, le massacre, la terreur en même temps, l'utilisation du chimique aussi, l'utilisation du chlore contre les populations, l'utilisation aussi de l'hypérite, la manière dont les Russes, la vie humaine n'avait aucune valeur. Et fort de cette expérience que nous avions eue en Syrie, nous avons créé un centre de formation à Lviv, quand il y avait l'attaque sur Kiev. Et puis après, nous nous sommes rapprochés de la zone du front, et nous sommes à Kharkiv actuellement. Nous avons déjà formé 3500 médecins et infirmiers ukrainiens le long de la zone de guerre, là. Et puis nous sommes intervenus aussi au Bangladesh, quand il y avait les Rohingyas, qui fuyaient aussi. Et puis nous sommes allés aussi au tremblement de terre en Syrie, au mois de février aussi, l'année dernière, en Syrie et en Turquie, et puis au Maroc. Et puis maintenant, nous attendons de savoir si les Israéliens veulent bien nous laisser rentrer à Gaza. Et je vous remercie.